On va enchaîner tout de suite avant la pause avec la quatrième présentation de la matinée. C'est Mme Tremblay, Roxane Tremblay, qui va revenir donc à l'avance. Cette fois, elle est biologiste, elle est doctorant en géographie physique de l'Université Laval et elle représente aujourd'hui le LABIAC, donc le laboratoire d'analyse des bioindicateurs aquatiques. Mme Tremblay. Technique. Vous avancez pour le positionnement avec la. J'ai une animation à démarrer. Je suis avec ça. Bonjour tout le monde. C'est avec plaisir que je vais partager avec vous une portion des résultats de l'étude sédimentaire qui a été faite sur les sédiments du lac Saint-Charles, tant dans le bassin nord que dans le bassin sud. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le bassin nord. Alors, les questions que nous nous sommes posées sont: est-ce que la quantité et la qualité des sédiments ont changé au cours du temps dans le lac Saint-Charles? Quels sont les changements qui ont été enregistrés dans les sédiments du lac? Et est-ce que l'urbanisation explique ces changements? Alors, les enjeux de l'urbanisation qui nous préoccupent sont la diminution de la ressource en eau en temps sec. Donc, on sait que si on augmente le ruissellement à cause de l'urbanisation, qu'on diminue l'infiltration des eaux, nos nappes d'eau souterraines vont être de plus en plus diminuées. Donc, c'est des symptômes qui se font sentir en période de temps sec, en période d'étiage. Et ensuite, l'urbanisation amène une dégradation aussi de la qualité de l'eau et des sédiments. Et cette dégradation de l'eau apporte de la détérioration de tout l'écosystème aquatique et on a un effet boule de neige, finalement. Malheureusement, la dégradation de la qualité de l'eau a aussi un coût, c'est-à-dire que l'accroissement du traitement de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées engendre pour les citoyens des coûts importants. À titre d'exemple, la ville de New York a décidé, après étude de coûts, d'arrêter l'urbanisation de leur bassin versant plutôt que d'investir dans le traitement des eaux potables. Ça se chiffrait en différence en termes de milliards de dollars. Alors, la période historique qui a été étudiée avec les sédiments du lac Saint-Charles couvre 4 phases de développement qu'on a divisées ici. Alors, la première phase est plutôt caractérisée par des activités de déboisement et d'agriculture, plus de l'agriculture de subsistance qu'il y avait sur le bassin versant du lac Saint-Charles. Donc, fin du 18e jusqu'en 1934, c'est la première phase. La deuxième phase, on la caractérise par la création du réservoir qu'on connaît aujourd'hui. Donc, en 1934, le premier barrage est construit. Et en 1950, on recommence la réfection du deuxième barrage, du même barrage, mais qu'on élève. Et le premier barrage aura comme conséquence d'élever le niveau de l'eau d'à peu près 1,5 m en lien avec son niveau d'origine, et le deuxième barrage de 3,5 m environ. Donc, une image vaut 1000 mots. Je vais vous montrer une photo. Alors, c'est une photo qui a été publiée dans le clin d'œil de l'Association des riverains du lac Saint-Charles. Ça a été pris avant l'élévation de 3,5 m du niveau du lac. Et ce que dit le journal, c'est que suite à l'élévation, l'eau a atteint le haut du talus qu'on voit sur cette photo. Donc, ça peut montrer à quel point l'impact a pu être important sur le lac Saint-Charles. Et quel choc ont eu ces riverains à l'époque. Alors, on revient à nos phases de développement. La troisième phase, 1960-1990, est caractérisée par le déclenchement de l'urbanisation intensive. À ce moment-là, à titre d'exemple, on a l'ouverture de la station de ski Stoneham, l'ouverture du manoir de l'Age en 64. Entre 65 et 70, 80% des rues du lac de l'Age sont implantées.
Le chemin des hiboux de Stoneham, entre 77 et 87, il y a le réseau routier en développement et en réfection de soit le chemin des Grandes Lignes, la modification complète de la rivière longeant le chemin longeant la rivière des Hurons. Il y a une expansion de la station du ski Stoneham. Il y a l'ouverture de 3 développements majeurs dans la municipalité du Lac-Saint-Charles. Et il y a l'ouverture de la place des Hauts-Bois au Lac-Saint-Charles. À ce moment-là, la population a fait un grand bond, donc on est rendu à 8 milliers de personnes. Passons maintenant à la 4e phase de l'histoire, de 1990 à 2016, donc moment où l'étude a été effectuée. On l'appellera la période d'amélioration des infrastructures municipales. Donc, en 1990, c'est l'implantation de la station d'assainissement de Stoneham-Tewkesbury et son réseau d'égouts. C'est également en 91 celle de Lac-de-Lage. Et puis, entre 2000 et 2008, on a 60% des rues à Lac-de-Lage qui sont refaites. Donc, on est encore dans des travaux urbains. Entre 2009 et 2012, on vit l'élargissement de l'autoroute 175. Et en 2016, on constate qu'on a sur le bassin versant environ 3000 installations septiques autonomes encore sur le territoire. La population est rendue environ 12 000 personnes. Alors, avant de tomber dans les révélations des indicateurs, j'aimerais revenir sur quelques notions théoriques de la paléoluminologie. Alors, au centre de la slide, vous avez une séquence sédimentaire, une carotte, donc telle qui a été prélevée dans le bassin nord. Cette séquence sédimentaire-là a été découpée en couches plus ou moins fines. Donc, pour avoir assez de sédiments pour étudier l'ensemble de nos indicateurs, la couche qui a été sélectionnée, l'épaisseur, c'est 5 mm. Ce qui est important de retenir, c'est que 5 mm ne représente pas la même période de temps d'un lac à l'autre et du bassin nord et du bassin sud. Au lac Saint-Charles, le temps de séjour dans le bassin nord est environ 25 jours, tandis que dans le bassin sud, on est plus autour de 8 jours. Donc, on comprend que 5 mm dans le bassin nord, ça correspond à peu près à 4 années d'intégration d'histoire du bassin. Et dans le bassin sud, on peut s'approcher de 20 ans. Alors, pour cette raison aussi, je vais m'attarder au bassin nord. Les indicateurs qui ont été étudiés dans les sédiments sont les métaux traces. Les métaux traces parce que ce sont de bons indicateurs de l'influence anthropique, du développement urbain surtout, proviennent généralement des véhicules, de l'usure des véhicules et leur ruissellement du réseau routier. Donc, on les retrouve dans les sédiments du lac. Et à l'intérieur des sédiments, on a une quantité de matière organique qui est accumulée. Cette matière organique-là, elle est constituée de diatomées, comme on l'a vu tout à l'heure, et ces diatomées et autres organismes biologiques qui s'accumulent dans les sédiments doivent se nourrir, donc apportent avec eux les éléments nutritifs, carbone, azote, silice, phosphore. Et la beauté de la chose, c'est qu'à l'intérieur des éléments que nous étudions dans la matière organique, ces éléments-là, du carbone et de l'azote, ont des ratios isotopiques qui diffèrent selon leur source. Donc, si on a une source qui provient plus de sol, on aura une signature qui va être différente que si la source de nutriments vient de l'eau, de la minéralisation de cette source de nourriture-là dans l'eau. Alors maintenant, nous voilà avec la carotte de sédiments du bassin nord. Vous avez une image radiographique à gauche et une image optique à droite. Vous voyez qu'il y a une accumulation successive de couches à travers le temps. Donc, cette carotte-là a 20 cm de profondeur. Elle a été datée.
Ce qui est intéressant d'observer, c'est que dans l'image radiographique, ce qui est noir représente des sédiments plus grossiers, donc avec un contenu plus grand en sable, et ce qui est gris pâle, c'est plus organique. À l'inverse, l'image de droite représente, comme on le voit habituellement, ce qui est organique et plus foncé, et où il y a plus de sable, c'est plus beige, la couleur du sable. Alors, vous avez complètement à droite l'échelle de nos phases de période historique. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une succession d'apports plus grands, plus ou moins grands, finalement, de grains grossiers et de grains fins. Puis, les grains grossiers arrivent principalement de l'érosion du bassin versant. Donc, l'érosion, les périodes d'érosion sont différentes dans le temps, en fonction du développement urbain. Si on rapporte ici notre carotte, on rapporte le taux d'accumulation qui a changé à travers le temps. Donc, à la verticale, vous avez le temps. À l'horizontale, vous avez le taux. C'est des grammes par centimètre carré par année. Ce qu'il faut voir, c'est que le taux a augmenté suite à la création du barrage, donc la barre bleue. Le taux d'accumulation a tranquillement progressé. Et à partir de la période d'urbanisation intensive, on a des pics importants d'accumulation de sédiments qui sont reliés à l'intensité de l'urbanisation sur le territoire. Vous allez me dire 2 mm par année, c'est insignifiant. Mais si on se met à l'échelle du temps géologique de notre lac Saint-Charles, donc le lac Saint-Charles est un lac post-glaciaire qui a environ 10 000 ans. Si son taux de sédimentation était de 2 mm par année, il serait comblé aujourd'hui. On n'aurait plus de lac Saint-Charles. Donc, non, ce n'est pas des apports insignifiants en termes de hauteur. Alors, voyons ce que nos indicateurs nous ont révélé en fonction des périodes de l'histoire. De la première phase, donc de la fin du 18e jusqu'en 1934, le taux d'accumulation est faible. On a trouvé des vestiges de bois parce qu'il y avait eu du flottage de bois dans le bassin versant. Au fil du temps, donc en profondeur, on voit une forte concentration de phosphore qui est surtout reliée aux milieux littoraux, riverains. Et il y a une amélioration, une diminution. Jusqu'à la création du réservoir, il y aura une diminution de l'enrichissement du lac Saint-Charles. Donc, une récupération graduelle. Au niveau des sources de notre matière organique qui enrichit le lac, le carbone est recyclé principalement dans la colonne d'eau. Donc, la principale source de nourriture des algues, ce n'est pas les sols, mais c'est surtout la colonne d'eau. Enfin, le cadmium et le zinc, donc certains de nos métaux traces, ont des teneurs qui sont déjà associées à des effets rares sur la faune aquatique. La deuxième phase de l'histoire, donc de 1934 à 1960, on a la création de notre réservoir. La photo gauche montre le premier barrage, donc beaucoup moins élevé que le deuxième à droite. À ce moment-ci, il y a augmentation de l'accumulation du taux de sédimentation et, comme on l'a vu, il y avait deux pics à deux phases de développement intenses. Les couches de sédiments qui sont superposées sont composées de grains fins et grossiers qui sont en proportion variable. Puis ces proportions-là sont liées à l'intensité de l'érosion et des pluies sur le bassin versant. Il y a un appauvrissement de la colonne d'eau suite à l'implantation des stations d'épuration. Oh, excusez-moi. Je suis pas là. Vous n'êtes pas dans la bonne, c'est ça? C'est celle d'avant. Excusez-moi. Alors, suite à la création du barrage, il y a une augmentation de l'accumulation des sédiments. Oui, ça fonctionne mieux, excusez-moi.
Les sédiments composés de grains, les sédiments qu'on retrouve dans cette couche sont plutôt composés de grains fins. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on imagine que l'inondation a créé un temps de rétention qui était plus long, qui a diminué les apports de sédiments grossiers. Alors, on voit l'effet dans les couches sédimentaires. La matière organique est passée de 7 à 10 %. Donc, il y a un enrichissement. Et les zones riveraines sont aussi enrichies. Nous sommes au stade mésotrophe à ce moment-là. Le carbone et l'azote qui est recyclé dans la colonne d'eau sont encore les principales sources de nutriments pour les algues microscopiques de notre lac. Alors, la création du réservoir a aussi augmenté la teneur de tous les métaux traces. On a vu un bond. Et à ce moment-là, l'arsenic, le cadmium et le zinc surpassent la concentration seuil, qui produit un effet sur la faune aquatique qui vit dans les sédiments. Alors, je reviens à mon punch de tout à l'heure. Nous voilà dans la phase... Il reste une minute. Oui, dans la phase d'urbanisation intensive. Alors, il y a une augmentation de l'accumulation des sédiments avec les pics, comme je l'ai dit. Il y a un enrichissement de la colonne d'eau. C'est l'enrichissement le plus élevé qui a été enregistré. Le carbone et l'azote provient des sols et des eaux usées, qui proviennent des sols et des eaux usées, qui sont des sources de nourriture de plus en plus importantes pour les algues microscopiques. On le voit dans la signature isotopique. Et le cadmium et le zinc surpassent les concentrations qui ont un effet sur la faune aquatique. Finalement, la dernière phase, donc, où l'on voit l'amélioration des infrastructures municipales, mais également aussi la continuité de l'urbanisation. Il y a augmentation de l'accumulation des sédiments avec les pics qui ont été observés. Et puis, il y a une variabilité vraiment de la granulométrie de nos sédiments en fonction des périodes intensives d'érosion. Dans la première, suite à l'implantation de l'assainissement, on voit une diminution des concentrations en phosphore, mais malheureusement, depuis une dizaine d'années, la concentration tend toujours à augmenter dans la colonne d'eau. Et l'inverse est observable pour les milieux riverains. Donc, les milieux riverains étaient plus enrichis au départ et maintenant, il y a une diminution. Le cadmium et le zinc ont toujours des concentrations à la hausse. Et malheureusement, le phosphore est également à la hausse, présentant des effets néfastes pour la faune aquatique. Enfin, je conclus. Le lac a subi 3 cycles majeurs d'enrichissement depuis la colonisation européenne du territoire. Le cycle d'enrichissement actuel est différent parce que l'importance des sources de carbone et d'azote qui proviennent des sols augmente depuis le début des années 70. La concentration de phosphore dans les sédiments de surface a atteint son plus haut niveau historique. C'est au-dessus du seuil d'effets néfastes sur les organismes benthiques. Et c'est la même chose pour le cadmium et le zinc. Finalement, l'urbanisation engendre un accroissement des sédiments, une détérioration des sédiments et un enrichissement de l'écosystème aquatique. Donc, enfin, nous avons des recommandations à faire. Améliorer la gestion, poursuivre l'amélioration de la gestion des eaux pluviales pour diminuer l'apport de polluants et également favoriser l'infiltration de l'eau pour réduire le ruissellement. Par contre, une autre problématique s'ajoute, soit de prendre en compte les sels de voirie, où c'est pas toujours heureux de faire de l'infiltration. Appliquer sur tout le territoire les mesures d'atténuation visant à éviter l'érosion, donc l'harmonisation entre les municipalités. Trouver des solutions pour diminuer la charge de nutriments qui circulent par l'eau et les sols du bassin versant. Réduire les sources diffuses et ponctuelles. Évaluer l'impact des installations septiques autonomes sur la qualité des sols, puisque les sols sont des apports de nutriments. Évaluer aussi le potentiel de relargage dans le bassin nord des sédiments. Et enfin, réduire le développement urbain. Voilà, merci. Il reste 2 minutes pour vos questions. Alors, qui aimerait poursuivre ou poser une question bien précise sur un des éléments de ce bilan historique assez convaincant? Je pense que le lien est clair entre l'intensification de l'urbanisation et la dégradation du milieu. Les recommandations sont claires également. Qui aimerait poser une question plus précise à Mme Tremblay à ce moment-ci?
N'hésitez pas, même s'il reste 2 minutes. Voulez-vous aller au micro? Avez-vous le temps? Oui? Vous parlez très fort. Monsieur également va y aller. En fait, j'aimerais juste préciser, les... Ben, écoutez, je vais vous demander le micro, parce que là, monsieur est déjà levé pour y aller, là, de bonne volonté. On va entendre vos questions. C'est juste très rapidement à la fin, sa gestion des eaux pluviales, tu sais, dans les selles de voirie, quelque chose de différent. Oui, ce que je veux dire, c'est que bon, on essaie de favoriser l'infiltration, mais les selles de voirie amènent une autre problématique. L'infiltration peut contaminer nos nappes d'eau souterraines. Donc, à certains endroits, les mesures à mettre, c'est d'amener, finalement, d'imperméabiliser les substrats pour pas qu'il y ait infiltration à l'endroit où on a trop de sel et on a finalement des niveaux de risque de contaminer l'eau souterraine. Donc, ça ajoute à la problématique. Monsieur? Oui, rapidement. En fait, Gabriel a aussi fait le tour de différentes recommandations pertinentes là, pour la protection et conservation des lacs. On sait que les usines d'épuration au Québec respectent les normes de rejet, mais évidemment, sont des gros apports quand même. Avez-vous été capable de corréler justement l'arrivée des rejets d'usines d'épuration? En fait, le moment où on a concentré les eaux usées, puis où on les a traitées, mais où on a. Donc, en tout cas, j'imagine que ça doit être assez difficile, mais. On ne peut pas départager. En fait, on peut pas départager parce qu'on intègre le signal de tout le bassin versant dans la carotte de sédiments. On sait que, bon, oui, il y a l'assainissement, mais c'est parce qu'on ne calcule pas non plus l'effet cumulatif d'amener de plus en plus d'individus sur le bassin versant. Donc, oui, nos usines d'assainissement assainissent, mais ils ont à assainir de plus en plus d'eau usée, donc ils ont à rejeter de plus en plus d'eau usée. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que malgré, au départ, on voyait un effet positif de l'assainissement, mais on voit après que ce n'est pas suffisant, que l'effet cumulatif continue d'accroître. Depuis 10 ans, on voit un accroissement important des nutriments, malgré qu'il y a eu une baisse lors de... Donc, il y a un effet cumulatif des installations septiques autonomes et des volumes de plus en plus croissants à assainir, finalement. En parlant de corrélation, il y avait 2 pointes effectivement très, très visibles, vers 76 et 83 à peu près, là, c'est ce que je comprenais. Est-ce qu'on peut les corréler, les attribuer à des causes historiques précises, à un développement, par exemple, précis dans l'histoire? En fait, on les corrèle, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'une couche de sédiments, c'est environ 4 années. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment de l'urbanisation, puis des projets routiers et du développement urbain qui sont corrélés avec ces pics-là. Donc, c'est vraiment l'urbanisation du territoire, l'intensification, les périodes d'intensification. Il y a eu des moments précis où il y a eu beaucoup de développement et là, vous avez vu des effets assez vite dans la carotte. Puis ce qu'on voit au travers du temps qui est intéressant, c'est que les pics, je pense qu'on s'améliore dans nos techniques, dans nos mesures d'atténuation pour diminuer l'érosion. Parce que malgré l'urbanisation, les pics diminuent là, avec le temps. Bon, bonne nouvelle. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à la famille. Merci.